Alain. La parole est à Monsieur Falorni pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, et pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, dans un contexte de crise structurelle de notre agriculture, cette proposition de loi a pour objectif d'apporter des réponses aux attentes légitimes de nos paysans. Compte tenu de l'ampleur du désarroi, toutes les initiatives pour améliorer la situation sont bienvenues et méritent notre attention. Cette proposition de loi est dense et structurée. 13 articles au départ et 23 dans la version issue des débats au Sénat. Elle présente une volonté indéniable pour trouver des solutions aux différents facteurs de déclin de notre agriculture. Les députés du groupe 2RDP, et je salue mon collègue Alain Tourret, ici présent, l'accueillent avec bienveillance. Nous tenons à saluer l'effort des auteurs et le travail de notre rapporteur. L'agriculture n'est ni de droite ni de gauche. Elle est une composante essentielle de l'identité de la France. Nous devrions avoir des positions communes fortes et utiles pour la renforcer. Permettez-moi de former le vœu que nous puissions nous retrouver pour prendre en compte les doléances légitimes de nos paysans. C'est ce qu'attendent de nous nos concitoyens. La France est un pays fondamentalement rural. La France est une puissante nation agricole, c'est vrai dans le passé et ça doit le rester pour l'avenir. Que ce soit en termes de superficie, d'histoire et savoir-faire, de vitalité de nos territoires ruraux, de croissance, d'emploi, de balance commerciale, de sécurité de notre approvisionnement, l'agriculture, c'est un sujet majeur. Nous avons tous hérité du modèle agricole français. Nous sommes redevables du travail des paysans pour nous apporter au quotidien une alimentation saine et de qualité. Aujourd'hui, le constat sur la crise est unanime. L'agriculture française décline de façon progressive et continue depuis 10 à 15 ans. Production, surface cultivée, nombre d'agriculteurs, de salariés et d'exploitation, tous les chiffres démontrent un affaissement inquiétant. Cette crise agricole n'est pas homogène. Comme toutes les crises, elle touche durement les plus fragiles et la majorité de nos paysans souffrent. Nous devons entendre cette souffrance liée à l'injustice dans les relations commerciales avec les grandes firmes agro-industrielles et la grande distribution, liée à la concurrence faussée avec les compétiteurs étrangers. Les conséquences de l'absence de réciprocité et d'équité dans les échanges sont ravageuses économiquement et humainement. Cette désespérance induit des situations dramatiques. Un agriculteur se suicide tous les 2 jours en France. L'INVS place la catégorie sociale des agriculteurs exploitants comme celle présentant la mortalité par suicide la plus élevée parmi toutes les catégories sociales. Cette crise ne date pas d'hier, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle est le résultat de profondes transformations de nos économies. Et il ne s'agit pas de blâmer spécifiquement les précédents gouvernements comme le gouvernement actuel. Monsieur le ministre, votre loi d'avenir a apporté des mesures utiles et fécondes. Mais force est de constater qu'aucune de ces lois, ni passée ni présente, n'a pu contenir la crise ou résorber l'affaissement. Dans la proposition de loi à l'ordre du jour, nous voyons beaucoup de bonnes intentions et plusieurs idées pertinentes. Mais il y a aussi des mesures fragiles juridiquement, d'autres dont le chiffrage est incertain, et puis des baisses de cotisations sociales qui posent des questions. Ces baisses sont financées par une hausse de TVA et de CSG. C'est un choix lourd qui mérite une réflexion globale. Le chapitre 1er vise à rendre plus justes et plus transparentes les relations existantes depuis le producteur jusqu'au consommateur. C'est une question essentielle. Toutes les tentatives ont pour le moment échoué. L'article 1er propose que la contractualisation prenne en compte les coûts de production des agriculteurs pour mieux répartir les efforts à réaliser
dans les filières et avoir des références sur l'évolution des coûts et des prix. Nous soutenons cet article, même si ces références existent déjà, ça ne changerait pas grand-chose aux relations commerciales. Nous sommes très favorables à l'article 1 bis, qui vise à mettre fin à la cessibilité à titre onéreux des contrats laitiers. C'est demandé par une grande partie des acteurs pour limiter les effets de la crise. Le gouvernement y est favorable, même si la rédaction présente quelques risques juridiques. Et puis, cela ne doit pas empêcher de continuer l'amélioration de la filière et surtout la coordination européenne face au choc. L'article 2 instaure une conférence agricole annuelle pour réunir tous les acteurs de chaque filière sous l'égide du médiateur des relations commerciales. Pour rapprocher les points de vue et les anticipations sur la situation des marchés, ça pourrait être intéressant et utile. Cela dit, aujourd'hui, rien n'interdit aux acteurs de se réunir sous ce format et cet article ne relève pas de la loi. L'article 2 bis semble plus hasardeux en proposant un affichage public par les acteurs eux-mêmes de leur manquement aux obligations de réponse aux enquêtes statistiques réalisées par l'Observatoire des prix et des marges. Monsieur le rapporteur, vous avez eu l'honnêteté de le reconnaître et le courage de proposer sa suppression. L'Observatoire s'est amélioré, mais il lui reste de belles marges de progression. La priorité, c'est d'abord de lui donner les moyens d'analyser les meilleurs chiffres, des chiffres non maquillés pour fournir une analyse plus juste. L'article 3 vise à ce que le consommateur puisse connaître l'origine des produits transformés à base de viande ou de lait qu'il achète. C'est une demande constante des acteurs de la production, combattue par les transformateurs. Les députés de RDP l'ont toujours demandé. Le dispositif proposé présente un risque juridique et les industriels disent qu'il y aura une hausse des prix allant jusqu'à 30%. Ces risques existent, mais il faut soutenir l'idée. Le gouvernement doit se battre à Bruxelles. Il faudrait convaincre l'Allemagne et au moins obtenir un étiquetage obligatoire des ingrédients principaux. Sur le chapitre 2, les mesures paraissent plus fragiles. La modulation automatique du remboursement du capital des emprunts souscrits par les agriculteurs pour financer l'investissement lorsqu'une crise intervient dans leur secteur d'activité est proposée par l'article 4. Cette modulation paraît utile mais contestable juridiquement et cela ne vaudrait que pour les futurs prêts. L'article 6 concerne la gestion des risques en agriculture. Il étend la déduction pour investissement et modifie le mécanisme de la déduction pour aléas avec une réserve spéciale d'exploitation agricole d'utilisation simplifiée. L'intention est bonne, mais c'est une réforme de la DPA finalement assez proche de celle déjà votée dans le PLF 2016. Concernant le chapitre 3, l'allègement des charges et des normes, nous sommes de nouveau favorables aux intentions, mais les articles posent plusieurs problèmes. La simplification, et notamment le classement ICPE, est d'ordre strictement réglementaire. La frontière entre l'article 34 et l'article 37 de la Constitution est souvent poreuse. Je confesse que notre groupe a souvent défendu des amendements d'ordre réglementaire. Nous serions donc mal placés pour appuyer cette critique. Monsieur le ministre, sur le classement ICPE, nous encourageons le gouvernement à prendre des décrets rapidement, notamment pour les secteurs des veaux de boucherie ou des bovins à l'engraissement sur lesquels un travail est en cours. Nous sommes convaincus de l'utilité des baisses des cotisations sociales dans le secteur agricole. Certaines sont proposées dans les articles 9, 9 bis et 10. L'efficience des baisses de cotisations sociales est l'objet d'un débat, c'est celui d'une TVA sociale agricole. Pour lutter contre la concurrence déloyale dans les secteurs intensifs en main-d'œuvre, nous devons trouver des solutions pour redresser nos productions, notamment pour les fruits et légumes. Il y a déjà eu des efforts sur le coût du travail avec le CICE, et si nous ne partageons pas son analyse, nous savons que le coût et l'efficacité sur l'emploi des allégements sur les saisonniers sont critiqués par la Cour des comptes. Au total, le montant des exonérations proposées serait assez élevé, plusieurs centaines de millions. Un chiffrage précis aurait été bienvenu. Et soyons réalistes, la Commission européenne pourrait s'y opposer. Il me semble impossible d'exonérer de cotisations sociales un secteur spécifique, et c'est d'ailleurs la grande faiblesse du CICE qui s'est heurté à ce mur. Enfin, il serait déloyal de ne pas rappeler que le gouvernement a fait des efforts sans précédent en termes d'allègement de cotisations. Le total des allègements existants avec le CICE
et le pacte de responsabilité, c'est plus de 4,5 milliards d'euros pour l'ensemble du secteur agricole. Au final, cette proposition de loi est un travail parlementaire intéressant et son examen aura son utilité. Nous soutenons ces bonnes intentions, ces bonnes idées, et nous sommes plus réservés sur les mesures fragiles juridiquement, au chiffrage incertain et parfois déjà mises en œuvre. Globalement, vous l'avez compris, mes chers collègues, nous sommes donc dans une attitude ouverte, une attitude constructive, et notre vote dépendra de l'examen des articles et du texte final qui sortira de nos débats. Même avec ses imperfections et ses faiblesses, tous les articles de cette proposition méritent notre considération. Dans ces conditions, nous nous opposerons à toute motion de procédure qui viserait à éluder un débat sur ce texte. Pour répondre au malaise paysan, nous avons le devoir d'examiner ensemble toutes les initiatives résultant d'un travail parlementaire de qualité visant à renforcer la compétitivité de l'agriculture française. Je vous remercie. Merci, Monsieur Falorni.